Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Bistro Vélo. Vous connaissez l'endroit, vous connaissez le lieu, vous connaissez l'horaire. Avec nos excuses, quelques minutes de retard. Aujourd'hui, on avait perdu la clé du bistrot. On a mis un petit peu de temps à trouver le serrurier pour ouvrir les portes. On est en exclu sur Max. Aujourd'hui, on est désolé pour ce petit retard dû à des problèmes techniques. Tout va bien, rassurez-vous, on est ensemble comme chaque lundi à 18h et en très bonne compagnie comme toujours avec Nicolas Fritsch qui nous accompagne tous les lundis dans Bistro Vélo. Ça va Nico ? Ça va, la période des classiques, non, c'est une des plus belles périodes de l'année. Passé un bon week-end, tout ça ? Un super samedi déjà. Tu t'es régalé ? Ah ouais, incroyable. Ouais. Et on est avec quelqu'un aujourd'hui qui connaît bien l'Italie. Vous avez entendu sa voix dans les questions posées aux coureurs sur les routes de Tirreno Adriatico. Il est journaliste, mais pas que. Il est également auteur de classiques. C'est Laurent Galinon qui est avec nous aujourd'hui. Ça va Laurent ? Très bien, on a eu une course effectivement peut-être la plus belle, en tout cas c'est ce que dit la presse, le plus beau Milan-San Remo du XXIe siècle, donc hâte de débriefer. Ouais, on va revenir évidemment sur tous les moments forts de Milan-San Remo, mais comment parler de Milan-San Remo sans celui qui a fait sensation derrière les trois grands, les trois qui ont terminé sur le podium ? Eh oui, aujourd'hui dans Bistro Vélo, on a mis les petits plats dans les grands, on a invité Romain Grégoire, le seul à avoir tenu le rythme de Tadej Pogacar, de Mathieu Van Der Poel et de Filippo Ganna. Merci beaucoup Romain d'être avec nous en direct. Excuse-nous pour le petit retard dû à des petits problèmes techniques. Merci à toi Romain. Comment vas-tu déjà ? Merci à vous de m'avoir invité, ça va très bien. Un peu fatigué quand même après cette campagne italienne, mais ça va. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, pas trop cramé ? Si, quand même. Avec le Tirreno qui a quand même été exigeant avec toutes ces étapes sous la pluie. Le 300 bornes de samedi est pareil, qui a commencé en plus sous une météo compliquée. Donc, il y a quand même pas mal de fatigue accumulée là, depuis le début de saison. On est qu'au mois de mars, mais il y a déjà la fatigue. Ouais, Romain qui a déjà pas mal couru sur le Tour d'Algarve. Il y a eu la Fonardèche Classique également que tu as remporté. Il y a eu Tirreno Adriatico. Et puis ce Milan-San Remo, quand même, on va se faire plaisir. Dis-moi juste, tu l'as revu Milan-San Remo, tu l'as regardé ? Ouais, j'ai revu. Au moins, j'ai vu pas mal d'extraits en tout cas du final. Bon, on va les revoir ensemble, ça te va ? Ah ouais, avec plaisir. Bon, on pourrait découper la chose en plusieurs morceaux, Nico. On a revisionné tout ça ensemble ce matin avec Simon Farvac notamment, qui réalise l'émission. Il y a ce premier moment, Romain. On est dans la Cipressa, on sait que ça va exploser. Il y a Jonathan Narvaez qui prend les commandes. Et là, derrière, c'est sauf qui peut pour tout le monde. Raconte-nous un petit peu comment toi, tu as vécu déjà cette approche, peut-être avant de revoir l'image de la Cipressa. Comment tu as vécu, je dirais, l'arrivée dans le moment clé de la course ? Je m'attendais à un moment vraiment nerveux. On m'avait beaucoup parlé de cette approche Cipressa où ça frottait beaucoup. C'était très houleux pour se placer. Donc, c'était le cas. J'ai pas été déçu pour le coup. C'était vraiment la guerre pour se placer. Heureusement, moi, j'ai réussi à être en bonne position avec un super boulot de l'équipe. Donc, je me suis retrouvé 7-8e, je pense, au pied de la Cipressa. J'ai vu que c'était Wellens qui était en tête. Il n'y avait pas l'équipe au complet. Pogacar était derrière moi à ce moment-là. Et je les ai vus remonter avec Narvaez sur la droite de la route après 1 km, 1 km 5. Et là, j'ai vite compris qu'il allait falloir serrer les cale-pieds et s'accrocher parce que quand je les ai vus remonter à une vitesse folle avec Narvaez, je me doutais bien qu'il n'allait pas remonter pour regarder les autres faire. On a revu, on en reparlera, la petite image qu'on vient de voir, mais juste sur cette image-là, c'est le relais dont je parlais de Jonathan Narvaez. Là, déjà, tu es obligé de faire un gros effort, Romain, parce qu'il y a une cassure. Ils sont en train de partir à 4. C'est toi qui es obligé de boucher le trou. Ouais, je m'étais mis comme objectif d'être dans les 10 premiers dans la Cipressa pour vraiment être dans le match. Je pense que j'étais peut-être 7e à ce moment-là et au final, il y avait quand même 3 places. J'étais 3 places trop loin, quoi. Il y a 2-3 coureurs devant moi qui s'écartent. Je dois faire un petit effort de 20 secondes qui se voit bien d'ailleurs sur mon fichier, juste avant que Pogacar lance son attaque. Et c'est sûr que c'est un effort qui compte déjà celui-là. Ouais. Un petit effort de 20 secondes. Moi, je suis incapable de faire cet effort, même sur 30 minutes. Nico ? Ouais, Romain, du coup, j'avais une question. Ça tombe bien, tu parles de ton fichier. Alors, pendant la course, je pense que tu regardais pas ton compteur. C'était la roue arrière du gars qui est devant. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que avec le recul, est-ce que tu te dis, j'aurais peut-être pas dû, moi, boucher la cassure, j'aurais dû faire comme les autres ? Ou est-ce que non, finalement, tu as fait ce qu'il fallait faire ? Et en 2, du coup, est-ce que quand tu as regardé ton fichier le soir ou je sais pas quand, tu as regardé un petit peu, parce qu'on a regardé avec Florian, ça fait 1 minute 15 d'effort entre le moment où tu bouches le trou, donc 15 secondes gratos où tu as 3 mètres à boucher,
Et après une minute avec les gars, avant que tu t'écartes, est-ce que tu peux nous donner des indications sur la puissance qu'il faut développer pour être capable de suivre des fous pareils? Euh, ouais, bah alors il y a des données qui sont sorties de données de Pogacar, notamment j'ai vu sur un site qui a en direct les puissances des coureurs. C'était pas loin d'être ça. On était sur du 650 watts en gros sur la minute d'effort. Donc du plus ou moins 10 watts kilo quoi, pour ma part. Je pense que je suis plus ou moins même taille, même poids que Pogacar, donc ça devait être plus ou moins pareil pour lui. Et t'imagines Ghana? Ouais, Ghana, par contre, avec 15 ou 20 kilos de plus, ça doit être assez fou. Les chiffres qu'il doit avoir marqués toute la journée sur le compteur, lui, ça doit être fou. T'es comment là quand t'es dans cette position-là? On voit l'image là où tu vois que Pogacar prend le relais après Narvaez, après qu'il soit lancé comme ça. Là, tu te retrouves avec les trois, avec Pogacar, Ghana et Van Der Poel. T'as le temps de penser à quelque chose à ce moment-là? Comment ça se passe cette minute 15 qui est complètement folle? Enfin, je pense qu'à ce moment-là, j'ai quand même une bonne dose d'adrénaline dans le corps là, parce que je sais que je suis au bon endroit au bon moment et je sais que je suis en train de faire vraiment la course qu'il fallait. Et je m'interdisais de péter, quoi, parce que je me voyais dans la route Van Der Poel et je me suis dit, là, je suis trop bien, quoi, je peux pas tout gâcher à ce moment-là. Donc je m'accrochais et on voit que Ghana laisse 2 mètres avec Pogacar à un moment. Van Der Poel fait l'effort, il bouche le trou. Donc là, je me retrouve à 2 mètres de la route Ghana. Et là, je fais l'erreur, quoi. Je me retourne et là, il y a tout qui lâche d'un coup, quoi. Je sens que les jambes, ça sature et la tête, en plus, on prend un coup parce que je vois que j'ai 2 mètres et que j'arrive pas à boucher le trou, quoi. Ouais, moi, si je fais San Remo sur PCM, là, je me dis, oh, là, je suis trop bien. Là, il faut que je reste avec les trois. Il faut que je gère l'effort. Il faut que je gère tout ça. Tu t'es dit à un moment donné, quand tu es dans cette position, Romain, en plus de te dire, il faut surtout pas que je pète, tu t'es dit, il y a peut-être un vrai truc à jouer aujourd'hui? Ouais, ouais, ben là, je me suis dit, enfin, ça allait trop vite en même temps, ça a duré qu'une minute, c'était vraiment court, mais là, je savais que j'étais en train de faire quelque chose de super, quoi. Donc, vous m'entendez encore? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas parce que je vous entends plus. Et, euh, et au final, je savais que j'étais au bon endroit, mais un coureur normal, je pense, se serait sûrement relevé et se serait posé au bout d'une minute d'effort comme ça. Mais malheureusement, je suis tombé sur Pogacar qui lui se relève jamais et l'effort a continué un petit peu trop pour moi. Nico. Ouais, comment ça s'est passé après, du coup? Parce qu'honnêtement, on avait quasiment que des images du trio de tête et très peu d'infos sur le peloton. Comment ça s'est fait dans le Poggio, notamment? Parce qu'on a vu une photo d'un groupe dans lequel tu es, hein, bien sûr. Où il y a du Pidcock, il y a du Olaf Koy qui passe aussi assez bien placé. Comment ça s'est passé dans le Poggio? J'ai vu les temps, vous avez monté à peu près comme Ghana, voire un petit peu mieux. Donc quand même une belle montée. Ouais, ouais, alors déjà, on bascule la Chypressa. Il y a un groupe qui me reprend juste au sommet. On devait être une quinzaine, une vingtaine, peut-être pas plus. Et sur le plat, pourtant, ça a quand même bien embrayé. Il y avait vite des équipiers, notamment de la Bora, qui se sont mis tout de suite à rouler. Et il y a quand même un gros groupe qui est rentré de l'arrière, où là, on devait être une quarantaine, une cinquantaine de coureurs. Et c'est plutôt les Lidl Trek, qui me semble, qui menaient la chasse derrière avec Pedersen, avec une timide attaque en haut de Pidcock, il me semble, mais vraiment sur le haut, et ça n'a pas fait du tout la décision. Au final, c'est monté plutôt au train sous l'impulsion des Lidl Trek. Ok. Romain, une question 48 heures après donc, ce moment dans la Cipressa, cette minute 15. Qu'est-ce que tu en retiens? On sait qu'à chaud, tu as dit que tu t'étais peut-être approché trop près du soleil, en paraphrasant un petit peu Icare. Mais là, 48 heures après, c'est quand même positif. Il n'y a pas de résignation. Non, non, du tout. Je suis vraiment content du choix que j'ai fait, de la course que j'ai faite. Je suis vraiment allé au max de mes capacités jusqu'à l'explosion. Et je pense que c'est comme ça que je vais progresser. Peut-être que l'an prochain, je vais réessayer, j'irai une minute, 2 minutes plus loin. Et d'ici quelques années, j'irai jusqu'en haut avec eux. Donc je pense que l'attitude est vraiment bonne. Et dans des situations comme ça, on ne peut pas avoir de regrets. C'est ce que j'allais te demander. Si c'était à refaire, tu referais la même chose. Tu te mettrais, entre guillemets, dans le rouge, puisque tu disais être un petit peu brûlé en t'approchant du soleil, mais tu referais pareil si c'était à refaire. Oui, oui, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Je serais peut-être encore un petit peu plus exigeant sur mon placement dans le début de la Chypressa pour être directement dans la route Van Der Poel. Mais là, on est sur du détail et j'aurais pas changé grand-chose.
C'était un objectif important de ta saison. Tu avais déjà gagné un petit peu plus tôt dans l'année, Romain. Tu visais ça sur ce Milan-San Remo, ou est-ce que ce n'était pas forcément la course sur laquelle tu allais avec un maximum d'ambition? Je me rappelle du communiqué de l'équipe Groupama FDJ où tu disais, voilà, je vais découvrir une course que je regardais petit, etc. C'était vraiment l'objectif déjà d'être à ce niveau-là à ce moment? Oui, oui, c'était forcément un objectif. Quand on arrive comme ça sur un monument, c'est pas avec l'ambition de le découvrir. Maintenant, je suis quand même dans ma 3e année professionnelle. Donc quand je m'engage sur une course, c'est avec des objectifs, surtout sur un monument. Donc, je me suis appuyé sur le soutien de l'équipe qui avait un peu plus d'expérience que moi pour me driver dans cette découverte. Mais j'allais avec de l'ambition et l'envie d'aller chercher un vrai résultat sur San Remo, ça c'est sûr. On a revu les images de la Faune Ardèche classique. J'imagine que ça t'a fait du bien de gagner aussitôt dans la saison. Moi, j'ai l'image de toi comme d'un grand insatisfait, de quelqu'un qui veut, je ne vais pas dire tout de suite, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, Romain, mais on a eu la chance, nous, avec Flo, de vivre ta première Vuelta, notamment. On revoit des images ici de ta 2e place sur le Dauphiné, battu par Derek G. Moi, j'ai souvenir de toi sur ta première Vuelta. Tu fais 7e à Montjuic le 2e jour. Et on sentait vraiment quelqu'un qui voulait gagner très tôt, qui voulait gagner très vite, qui venait d'arriver chez les pros, mais qui tout de suite voulait s'imposer au plus haut niveau. C'est comme ça que tu te vois aussi ou pas? Ouais, je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye d'être. Je pense que pour progresser, de toute façon, il faut toujours être quelque part insatisfait pour aller chercher les petits détails qui vont nous faire progresser. Après, c'est un sport tellement dur aussi qu'il faut savoir profiter des bonnes choses et se satisfaire des moments positifs quand il y en a. Donc il y a des victoires, j'essaye vraiment d'en profiter au maximum. Et quand je gagne pas, j'essaye d'analyser ce qui s'est passé pour progresser et aller en chercher d'autres. Oh, celle-ci à la Laguna Negra, là, avec Jesus Serrada. Je suis persuadé que ça allait revenir. Moi, il y a un moment donné, tu reviens pas loin. Ouais, non, mais c'est souvent pas loin pour l'instant depuis le début de ma carrière. J'ai l'impression, entre le Dauphiné, celle-là à la Volta, ou même samedi à San Remo, je suis pas loin d'accrocher, mais au final, il y en a pas beaucoup qui vont bien jusqu'au bout. Donc, c'est l'objectif de ces futures années de transformer ces presque victoires en vraies victoires. Ah, il y a eu une victoire. On la voit ici, Laurent, tu es en train de dire Pays Basque. Ouais. Ouais, j'y étais, je me souviens, et je me souviens de ton visage à l'arrivée, complètement apaisé, puisque tu ressortais assez frustré de la fin du mois de février. C'était à la Drôme, je crois, où tu as fini 2e, et là, vraiment, on sentait que tu étais apaisé. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, Louis-Pierre, c'est qu'on sent chez toi une vraie volonté face à la marque de fabrique des champions, en fait, une insatisfaction permanente, et cette volonté de scorer très très vite. Ouais, puis vraiment, la victoire, c'est une place particulière. Il y a vraiment une culture de la gagne, je pense que j'essaye de garder en moi. Et cette année-là, c'était ma première victoire l'an dernier au Tour du Pays Basque. Et tant qu'elle n'est pas là, cette première victoire de l'année, je cours vraiment après. Une fois qu'elle arrive, c'est vrai que c'est un soulagement et ça me permet plus facilement d'enchaîner dans la tête pour essayer de gagner d'autres courses. Mais la première, elle est difficile à atteindre. Donc, c'est sûr que là, quand je l'ai eu au Pays Basque, ça m'enlevait d'un poids. Après, on ne va pas se plaindre d'avoir un jeune coureur français ambitieux. Hein. On voit même Pogacar, 3e, il tire un peu la tronche. Pogacar, à l'arrivée, Pidcock, 2e au Strade Bianche, il tirait la tronche. Donc, c'est la marque, comme tu disais, des champions. Alors, je pense qu'on tient, enfin, pas que moi qui le pense, Romain a quand même un vrai champion et qui est ambitieux, c'est normal, pose pas de problème. Tu sais que Romain, on aime bien aller fouiller un peu la boîte à archives, voir un petit peu comme ça ce qu'on a sur les coureurs. Je le disais, on avait eu la chance, nous, avec Flo, de te suivre sur la Vuelta lors de ton premier grand tour. Mais avant ça, tu avais fait Bistro Vélo. C'était en 2021, c'était le 27 septembre 2021, avec Colin Bourjat qui t'avait demandé si tu avais la possibilité comme ça d'avoir un vœu exaucé, un peu comme la lampe d'Aladin. Tu demandes un truc et paf, tu l'as. Écoute ce que tu avais répondu, Romain. Si je réponds à la question que tout le monde attend dans le vélo, je pense que je dis que je veux gagner le Tour de France. Et je vais choisir ça, tiens. Gagner le Tour de France un jour. Ouais, et déjà, on a tous vieilli de 4 ans. Hein.
Par contre, je m'excuse, j'ai pas bien entendu. Tu peux me répéter ce que j'avais dit? Tu as dit, t'as pas entendu ce que la petite cassette là, le petit magnéto comme on dit. En gros, on t'avait demandé si tu avais une lampe et que tu pouvais, enfin, si tu avais un pouvoir de gagner ce que tu veux dans le vélo, qu'est-ce que tu dirais? Et tu as répondu, bah, je pense que tout le monde s'attend à ce que je réponde gagner le Tour de France, donc ouais, je vais dire gagner le Tour de France. Ah ouais, C'est toujours ça ton rêve aujourd'hui? ok. Euh, Ça pourrait être mon rêve, mais je suis devenu plus réaliste quand même avec le temps. Et du coup, je préfère rêver d'une course qui peut être dans mon profil et sur laquelle je peux être vraiment en capacité de la gagner un jour. Et donc, laquelle? Et donc, je répondrais plutôt Liège-Bastogne-Liège, je pense. Ouais, que tu vas faire cette année. Oui, normalement, c'est au programme. Ouais, j'ai vu le programme Pays Basque, Amstel, Flèche, Liège. La Flèche aussi, où tu fais septième l'année dernière dans des conditions particulières, mais quand on voit ce que tu as fait, notamment voilà, sur des montées, que ce soit au Pays Basque, que ce soit encore ce week-end sur San Remo, le mur de Huy, c'est dans tes cordes. Oui, oui, la Flèche, même l'Amstel, vraiment, ces trois courses ardennaises, c'est le gros objectif du début de saison, enfin de la première partie de saison en tout cas. C'est trois courses qui peuvent me convenir. Après, trois courses quand même différentes dans leur scénario. Donc, j'ai hâte d'y être en tout cas. Vas-y, Laurent. Moi, je pense vraiment à toi pour l'Amstel avec cette arrivée qui revient comme à l'époque de Katowski, c'est-à-dire donc le Coberg, la rampe de lancement et ensuite le dernier kilomètre où il peut y avoir un regroupement, un petit sprint à 7-8 coureurs. Et on sait que dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, tu es l'un des coureurs qui score le plus. Tu sais te placer, tu sais remonter, tu sais peut-être battre un groupe de 7-8 coureurs. T'y penses? J'y pense, oui, forcément. Le Copperg en juge de paix de l'Amstel, c'est pas pour me déplaire. J'ai regardé pas mal de replays là, sur les dernières arrivées de l'Amstel, notamment quand Philippe Gilbert s'imposait là-haut. C'est vrai que c'est vraiment du final qui me plaît, ça, des efforts qui me font rêver. Pour Philippe Gilbert, en danseuse du bas jusqu'en haut, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ce genre d'effort que je m'entraîne tous les jours. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain et voir si les efforts vont payer. En tout cas, ouais, c'est une très bonne chose pour moi d'avoir le Koberg à l'arrivée de l'Amstel. Moi, je suis d'accord aussi. Je pensais à l'Amstel et aussi parce que on est bien obligé dans le sport comme le vélo de penser aux autres, hein, aux adversaires. Et j'ai l'impression qu'à la Flèche, il y a comme d'habitude assister à une course de côte. Et il y aura probablement un ou deux mecs plus forts que toi. Forcément, on pense à Pogacar, hein, c'est comme ça. Et puis pareil à Liège, sur le monument, l'Amstel c'est un petit cran en dessous. Il y a peut-être plus de possibilités. On a vu Pidcock l'emporter l'an passé. Alors il n'y avait pas Pogacar. Mais peut-être Pogacar va pas gagner toutes les courses non plus. Donc je pense qu'il y a plus d'opportunités quand même à l'Amstel. Enfin j'espère qu'il va pas tout gagner. Il y a peut-être plus de possibilités d'être un peu plus filou et tout en étant très fort de gagner. Là où à Liège, c'est plus compliqué quoi. Oui, de toute façon, maintenant, avec ces top coureurs, c'est toujours compliqué de gagner n'importe quelle course. Après, j'ai vu qu'ils étaient quand même annoncés au départ de l'Amstel, donc ça va pas être facile non plus cette année. Mais c'est sûr que c'est la course où la tactique est certainement le plus important et où, en étant intelligent, on peut peut-être réussir à s'en sortir. On en parlait, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. 16 des 19 derniers monuments ont été remportés soit par Pogacar, soit par Evenepoel, soit par Mathieu Van Der Poel. Tu as quel regard là-dessus? Et effectivement, quand tu dis à l'instant, Romain, que tu as comme objectif de remporter un jour Liège, quand on voit à quel point aujourd'hui les monuments sont chasse gardée, tu as quel regard par rapport à ça, toi? Euh, Forcément un peu impressionné de tout ça. Ouais, ces mecs-là sont au-dessus, quoi, tout simplement. Il y a toujours un plus fort. De toute façon, dans chaque sport, aujourd'hui, c'est eux. Ils dominent vraiment, vraiment ce sport. Derrière, on tente d'exister comme on peut, on va dire. C'est pas facile. On a la chance d'avoir un sport quand même où il y a une part de tactique et en tentant des coups stratégiques, on peut parfois s'en sortir et essayer de devancer ses coureurs. C'est quand même de moins en moins le cas, j'ai l'impression, ces dernières années avec ces coureurs-là, mais on perd pas espoir et on attend notre heure. Flo, on n'est pas sur YouTube en direct, en tout cas, on est quand même sur Max. Est-ce qu'il y a des questions pour notre invité, pour Romain Grégoire, avant de le laisser filer?
Romain, on t'a vu très à l'aise autour d'Algarve, notamment sur le contre-la-montre. Est-ce qu'à l'entraînement, tu privilégies de travailler une filière de pur puncher ou est-ce que tu te dis que voilà, des grimpettes un peu plus longues, à terme, ça pourrait également te convenir? Euh, Du coup, je prends les deux parties de ta question avec le contre-la-montre. Le contre-la-montre, pour le coup, c'est quelque chose quand même que je travaille parce que c'est un effort que j'apprécie. Je me sens bien sur ce vélo, donc vu les derniers résultats, je pense que ça vaut le coup de le travailler et de bien le travailler. Et ensuite, sur la partie vraiment punch ou montée longue, pour l'instant, je me concentre quand même sur mon point fort, qui est le punch. Je pense que pour les montées longues, ça me demanderait beaucoup d'efforts pour des résultats que je suis pas sûr d'obtenir. Donc, je préfère être l'un des meilleurs punchers du monde et travailler à devenir l'un des meilleurs punchers du monde plutôt que d'essayer de devenir grimpeur et être parmi le top 15, top 20 des grimpeurs, mais pas un top grimpeur, quoi. Je Parce suis que c'est d'accord trop avec ça. compliqué en étant grimpeur, si t'es pas le meilleur, tu gagnes jamais au final. Alors qu'en étant puncher, tu peux parfois trouver des opportunités. Ouais, moi, je préfère te voir gagner des courses, à la limite, peu importe la course, que ce soit dans l'Ardèche ou à la Flèche Wallonne, plutôt que de viser et de faire 8, 9, 10, 11, 12 d'une course à étapes ou d'un grand tour où tu te fais taper dessus un peu tous les jours, tu prends pas de plaisir. Tu as quand même un corps qui est habitué à gagner depuis qu'il est jeune. Il faut garder cette ambition, cette volonté de gagner des courses. Et puis après, tu sais pas, dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, tu verras bien où ça te mène. Et un jour, tu obtiendras peut-être un super classement général sur un grand tour. Mais chaque chose en son temps, je pense. Ouais, exactement. Aujourd'hui, ce qui me fait rêver, c'est vraiment de gagner des courses. Que ce soit une classe 1, une point pro ou n'importe quelle course, je préfère gagner sur ces courses-là plutôt que de terminer 8e ou 9e d'un classement général. Allez, une dernière question, Flo, avant de libérer Romain, peut-être? Ouais, Flo, t'es là ou pas? Ouais, pardon, désolé, j'ai été un Pas de petit peu souci. coupé. Est-ce que- Est-ce qu'on te laisse justement au sein de la Groupama FDJ la totale liberté pour ton programme? On sait qu'il y a eu le départ de Lenny Martinez, donc vous considérez un peu comme les deux jeunes prodiges qui ont été formés par la Conti. Son départ, est-ce que ça te laisse encore plus de champ libre ou est-ce qu'au contraire, toi tu dis que tu veux te spécialiser, être un vrai puncher, est-ce qu'au contraire l'équipe, elle, souhaiterait que les courses d'une semaine, par exemple, deviennent à terme tes objectifs? Non, non, pas tellement. Je pense pas que le départ de Lenny ait changé quoi que ce soit dans la gestion de ma carrière d'un point de vue de l'équipe. Euh, Totale liberté, non, bien sûr, l'équipe a son mot à dire et elle m'oriente sur les courses sur lesquelles l'équipe aimerait que je sois et sur lesquelles elle aimerait que je performe. Après, bien sûr, j'ai mon mot à dire. Ouais, on travaille en concertation avec la direction sportive pour voir ce dont j'ai envie et ce que eux ont envie aussi pour avoir le meilleur programme possible, tout simplement. Bah, merci beaucoup, Romain. On va pas t'embêter plus longtemps. Déjà que tu as patienté avec nous avec ce petit retard. Merci infiniment, Romain. On te souhaite de bien récupérer déjà après les efforts de samedi. On te suivra bien sûr sur Eurosport, sur toutes tes prochaines courses, autour du Pays Basque, sur l'Amstel, sur la Flèche, sur Liège, puis sur le Tour de France, puisque c'est au programme également. Merci beaucoup, Romain. Un grand merci à vous. Et puis, tu es le Merci. bienvenu. Hein. Tu reviens quand tu veux, Romain. Sans problème technique. Promis. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt. Ciao, merci. Merci Romain qui a été avec nous aujourd'hui dans ce 8e numéro de Bistro Vélo. J'adore son discours. Et c'est vrai que je parlais de ce côté, comment dirais-je, insatisfait. Et je crois que c'est Philippe Mauduit, après Milan-San Remo, qui dit, voilà, on sait qu'il a fait quelque chose de grand, mais on sait aussi qu'il n'est pas satisfait de ça et que ça va le pousser à aller chercher encore mieux. C'est le genre de mentalité parfaite. Il a que 22 ans, Romain, et c'est vrai qu'on a l'impression d'en parler depuis très longtemps déjà. Oui, c'est ça. Et puis, habitué dans les catégories jeunes à scorer, à lever les bras, forcément, on se pose des questions quand on tarde dans la saison à gagner. Donc, l'année dernière, il nous a dit, enfin, il vient de nous dire, j'ai mis du temps à gagner. On était mi-avril.
Mais pour lui, c'est vrai que Pays-Basque, c'est quand même assez tôt. Voilà, il y a des coureurs qui gagnent seulement en juin. Et voilà, c'est dans son ADN, il a besoin de ça pour avoir confiance en lui. Moi, ça me rappelle un peu Kevin Vauquelin. L'année dernière, en tant que Français, on était heureux d'avoir Kevin Vauquelin, deuxième de la Flèche. Mais à l'arrivée, lui, il était dégoûté. Et aujourd'hui encore, il ressasse. Et il se revoit, en fait, perdre la Flèche wallonne sur une question de placement. Donc, c'est vrai qu'on a une génération de coureurs qui est décomplexé, qui a envie de gagner. Il y a peut-être 15 ans, c'était aussi un autre cyclisme. Les Français se contentaient d'une 15e place ou d'une 10e place sur un monument. Donc, ouais, je pense qu'on a de belles années. On a des beaux coureurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les discours. C'est-à-dire qu'après 6 heures de route, nous sortir Icar, je me suis approché trop proche du soleil. Je me suis brûlé. C'est magnifique. Je pense qu'il a eu le temps de ressasser ça pendant la course. Ouais. Même après la Cipressa, quand il a pété dans le plat avant d'aborder le Poggio, il a dit ouais. j'ai peut-être fait une erreur. Mais en même temps, il nous dit qu'il aura fait la même. Ouais, c'est ça qui est Donc, intéressant. c'est pas forcément une erreur. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime apprendre en essayant d'en faire un peu plus chaque année. Et pas en gestion. Pas en se disant, je vais faire ça, ça, ça. En étant là, je pète là. Là, et je vais péter un peu plus tard. J'aime bien ce discours-là. Il préfère être au contact des meilleurs du monde. Et puis essayer de tenir le plus longtemps possible. Plutôt que d'être dans la gestion de sa Cipressa, je dis allez, je vais gérer, je vais faire 10e, comme tu dis, ou 15e de Milan-San Remo, ce qui est un super résultat, mais lui, il en veut plus, pas leur reprocher d'être exigeant. C'est une façon de connaître ses limites et de les repousser, tout simplement. Ah là, il a atteint, justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les watts. Il sait ce qu'il faut faire, en fait. Il dit, ouais, pendant 1 minute 15, j'ai fait ça, il faut que je le fasse pendant 5 minutes. Voilà. Bon, il sait, quoi. C'est ce qui reste à faire. Premier Français, Quentin Paché, 29e, Romain Grégoire, juste derrière, 30e. Ils sont arrivés ensemble, 29e et 30e, donc les moyen, deux meilleurs Français au classement. Oui, si on regarde que le classement, voilà. Mais quand on voit ce qu'il fait quand même, l'espace d'une minute 15, c'est assez énorme. Et puis je sais, Nico, que tu dois être content également de sa réponse par rapport aux objectifs. On a Simon qui a retrouvé cette petite archive de Bistro Vélo 2021 où il disait, voilà, si je dois dire une course que je veux gagner, ouais, je dis le Tour de France. Et toi, tu m'as tout de suite dit, ouais, j'espère qu'il a changé, entre guillemets, d'objectif. C'est ce que tu m'as dit quand on a écouté l'extrait. qu'à l'époque, c'était comme il y a presque 4 ans maintenant. Il avait 18 ans. Ouais. Oui, voilà, donc c'est normal. Alors, il a dit il a coûté au Tour maintenant. Oui, en plus. Puis le problème du vélo, comme à chaque fois, c'est dans tous les sports, c'est les adversaires, quoi. On voit bien que de toute façon, tu ne peux pas battre Pogacar, Vingegaard et compagnie. Il faut être réaliste. Hein. Pas tout de suite. Peut-être qu'ils ne seront plus là, il n'y aura peut-être pas un nouveau phénomène. Enfin, on en sait de tout ce qui peut se passer dans le cyclisme. Mais ça a cramé trop de coureurs français, le Tour de France, l'objectif de viser un classement général. Moi, je préfère qu'il gagne 1 ou 2 étapes, ce qu'a fait un Julien Alaphilippe. Et puis, pof, un coup, tu fais 4 et tu auras peut-être même pu, pourquoi pas, faire 3 ou il fait 4 ou 5, Julien, je ne sais plus. 5 Enfin, peu importe. Et puis, tu obtiens un bon classement général sans que ce soit au départ l'objectif. Ouais. Et je préfère ça plutôt que de... J'ai l'impression que ça bride un peu la créativité, l'esprit offensif, peut-être dans la gestion tout le temps, tous les jours. Et c'est dur. Ça, je pensais à David Gaudu qui fait 9e et qui n'avait pas pris beaucoup de plaisir quand il fait 9e, quoi. Et c'est usant psychologiquement, quoi. Ouais. Oui, et puis il ne faut pas se griller des coureurs français offensifs, enthousiastes et inventifs. C'est la jurisprudence Chavanel. Pendant des années, on lui a dit ouais, tu fais 18e du Tour, 22e, si un jour peut-être que tu vas faire un top 10 ou un top 5. Résultat, il a perdu 6 ans. Et quand tout d'un coup, il arrive chez Quick-Step, en fait, il se rend compte qu'il sait se placer sur les classiques pavés. Et puis, il sent le vent. Donc, il gagne Dwars-Vlaanderen. Et puis, il fait 2 du Tour des Flandres derrière Nuyens. Voilà, il s'était vraiment libéré de cette pression franco-française. Surtout que Romain est capable de gagner d'autres choses. Il n'a pas un registre simple, il a un registre très très large, donc il en profite. Qu'il ne se gâche pas déjà à 22 ans dans un truc, s'enfermer dans un classement général. Ouais. Il a le temps, il a 10 ans. Ouais. On a revu des images de Milan-San Remo, donc de cette montée de la Cipressa. Il y avait les rois de la pédale, évidemment. On a écouté Steve, on a écouté Audrey là-dessus sur ce final à 3 et sur cette édition épique. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute ce qui s'est passé le matin au sein de la formation UAE, puisque l'équipe UAE a publié une vidéo un peu inside de leur journée avec un petit extrait du briefing le matin. Regardez. Cipressa is our key climb tomorrow. I think it's important that we are as fresh as possible on safe place. We don't need to pull full gas in front and then we come to Cipressa like this. We don't need to think about what others will do. Cipressa full gas and then when race will be really hard, then Tadej will go. This is the hard section until here. Here is easier.
So what you said? I 3 go minutes, until no? this corner, yes. This I one. go from the bottom to this corner there. Okay, but yeah, then this one is quite easy section. Yeah. Easier section, and then this corner. Take a deep breath, Isaac, full Yep. out of this corner. 25 full. seconds full. And then I take it's like here somewhere or here, like think this stretch, no? Yeah, the corner after the corner to the right, I think. That's where the steep begins. Here. Yeah. Like peloton don't see you almost. Yeah. If you have like 5 seconds, they don't see you. And then here you take the breather, no? Breathe, and then here is flat. Merci Flo pour les sous-titres, ça permet à tout le monde de bien comprendre. Ça a l'air facile, hein. Franchement, Moi, easy j'ai entendu, le vélo. Brice, Moi aussi, je peux gagner respire. sans Remo. Hein. Ouais. Incroyable. Au souffle près. Ouais, incroyable ce plan élaboré pour chacun. On l'a compris, il y en a un qui n'a pas été à la hauteur. Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, ça aurait changé, selon vous, la face de ce. de ce Déjà, bilan ça sans rejoint Remo. quand même les propos de Romain Grégoire et les propos qu'on a tenus avant, c'est à quel point c'est difficile d'être placé auprès de la Cipressa. Et Del Toro, il n'a pas réussi. Romain Grégoire, chapeau, il était 7ème, Ah ouais. il était 3 places trop tard. Il dit j'aimerais bien être mieux placé si c'était à refaire. Il est quand même top 7, quoi. Donc Del Toro, il doit être 30e et c'est foutu. Ça va trop vite. 30e, c'est fini, t'as perdu la course. Donc ils ont su se réinventer pendant la course très vite. Narvaez a pris le rôle de Del Toro. Et après, il s'est passé ce qui devait se passer. Et moi, ça m'intéresse par rapport au fait que Sylvain Dilly a roulé toute la journée pour Alpecin de Koenig sans un seul coup de main d'UAE. Je trouvais ça surprenant qu'on ne mette pas la pression sur UAE. Regarde, Simon, il a l'image. Bah oui, il râle un peu, c'est normal. Il a roulé tout seul. Hein. Il a fait 200 bornes tout seul. Ouais. Regardez ce petit, bien joué Simon, ce petit moment où Sylvain Dillet demande l'aide aux équipiers de Mats Pedersen, de Jonathan Milan. Je comprends qu'il ne roule pas Lidl Trek, mais UAE, je peux comprendre, UAE, mais tant mieux pour eux, ils ont... Mais ils le disent aussi dans le briefing, on ne roule pas, ce sera un choix assumé, on ne roule pas. C'est un risque, mais on est prêt à le prendre. C'est couillu quand même. Ouais, c'est pour arriver frais. Juste avant le Cipressa, c'est toujours pareil. C'est aussi une façon de mettre. Si UAE roule derrière, eh bien, les adversaires vont se poser des questions. C'est toujours des jeux de dupes, des parties de poker, et on a le temps de réfléchir pendant ces 200, 220 km jusqu'au pied de la Cipressa. Et puis ça fait travailler aussi dans les voitures. C'est-à-dire que Alpecin a dû se poser des questions. On est tout seul, qu'est-ce qui manigance les autres? Ou alors est-ce qu'il n'est pas bien? Vous voyez, enfin, à mon avis, il y a une partie de poker psychologique, et puis tout d'un coup, effectivement, on les a vus arriver. Mais Del Toro, c'est étrange, parce qu'il a été surpuissant, et il est surpuissant de toute façon en règle générale. Il a été surpuissant à Milan-Turin, Tirreno Adriatico, on l'a vu également vraiment très, très, très à l'aise en rampe de lancement. Voilà, c'est le placement. C'est le placement, ouais. Parce qu'il fait 12 ou 13 à l'arrivée quand même. Oui. Donc il a vraiment dû être mal placé, et encore une fois, c'est pas évident. Il suffit de mettre un coup de frein, tu te fais passer par 20 coureurs, et c'est foutu. Donc il a encore une petite marge de progression avec un coureur supplémentaire l'an prochain, Pogacar. Ouais, j'ai oublié de remontrer cette image à Julien Romain. Alaphilippe. Ouais. Julien Philippe là, qui se replace tout de suite. Hop là, excuse-moi à Mathieu Van Der Poel. Et regardez sur la droite, vous avez Tadej Pogacar et Romain Grégoire. Ouais. Et on va voir Romain qui va se prendre un petit coup par Tadej Pogacar qui va reprendre la route de ses équipiers. Ici, hop là. Ça frôle, ouais. Voilà, ouais. J'ai oublié de la remontrer à Romain. On le rappelle. Il arrive à la revoir. On rappelle Romain. Puis ça met aussi un petit coup de pression pour les courses à venir. Parce qu'ils sont un petit peu bourrins quand même dans la tactique. On les voit venir, on a souvent parlé. Bah là, ils ont fait différemment. Donc ça veut dire que sur la prochaine course, je sais pas, l'Amstel, la Flèche, Liège, à vous de jouer les gars. Ou DE3 vendredi. DE3 vendredi, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, ils ont une tactique qu'on voit venir, c'est une mise en orbite permanente. Et on peut se poser la question sur le tourniquet des Flandres ou même l'Amstel, l'Amstel où on perd vraiment, les coureurs le disent, on perd vraiment le sens de l'orientation, avec ces virages angle droit, etc., où on prend très très vite, en fait, si on est mal placé, on prend très vite un éclat. Donc je pense que effectivement, on va avoir des scénarios différents. Moi, j'aimerais leur demander à ces coureurs, est-ce que cet hiver, ils en ont parlé? Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'on va encore prendre des claques et attendre le moment où on sait que Pogacar va attaquer? C'était le cas sur la Lombardie, quand même, où tout le monde a attendu le moment de s'en prendre une. Ou est-ce qu'il va y avoir une déstabilisation en anticipant? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Elle a l'air quand même... Elle peut être vulnérable, cette équipe. Donc, il y a des choses à faire. Oui, elle a l'air, mais à la fin, voilà, l'équipe Alpecin... Vas-y, Flo. Juste si je peux me permettre... Ah, merci. Non, c'est juste qu'on a compris que c'est Isaac Del Toro qui aurait dû travailler. Finalement, c'est Narvaez qui l'a fait. Mais en revanche, si Isaac Del Toro avait tenu son rang, qu'aurait fait Narvaez? Je pense qu'il était quand même suffisamment fort pour peut-être suivre Pogacar. Et donc, il aurait été utile dans le Poggio. Donc, si cette année,
ça n'a pas marché. Peut-être que l'année prochaine, on changera pas les plans, mais on va essayer d'avoir un Isaac Del Toro au niveau pour permettre à Narvaez d'accompagner Pogačar plus loin. Ouais, c'est une possibilité. Au final, Tadej Pogačar n'a pas gagné. Mais Tadej Pogačar était sur le podium. Tadej Pogačar, en termes de monuments, c'est pas mal quand même. Il en a gagné un paquet. C'est Mathieu Van Der Poel donc, qui s'est imposé. On revoit ce sprint à 3 avant de reprendre la direction de l'atelier où Flo va enlever son casque pour nous présenter le débat dans quelques instants. On revoit ce sprint à 3 qui a été parfaitement décrypté à la palette par Steve, à l'expérience. Mathieu Van Der Poel et surtout à l'explosivité qui le caractérise, lance ce sprint. Il n'y a pas photo, il n'y a rien à faire. Non, c'est de toute façon, c'est un chirurgien aujourd'hui. Il a tellement de, je veux dire, là aussi, lui, il est au souffle près. Il connaît par cœur il sait comment jouer la gagne. Peut-être que Pogačar, à force de vaincre seul, c'est-à-dire à force d'être le plus fort, en fait, on sait plus comment se battre au moment de la décision finale, surtout après 6 heures, hein, où la lucidité, on la perd un petit peu. Puis ce final de San Remo, il n'y a pas de repère, il est très compliqué. Cette rampe, on oublie, mais ça monte à 1-2% quand même à la fin. Donc c'est aussi, cette Via Roma, elle est pas plate. Hein, donc il y a tout ça qui est un petit peu surprenant. Moi, de mon point de vue, quand même, il y a une erreur de Pogačar. Il aurait dû faire comme les anciens, c'est-à-dire que le Poggio, il y a un moment où il faut concentrer un effort sur un moment précis, en mettre une. Fondriest, Fignon par 2 fois, Jalabert, ils ont tous fait ça. Et ensuite, on a eu 20 ans de sprinters qui n'ont pas arrivé à décrocher les autres outsiders dans le Poggio. Mais il a mis quand même 4 mines il en a mis 4 attaques dans le Poggio. Et au mauvais moment, et sur le replat. Ouais. Il peut pas sur le replat lâcher Van Der Poel. Donc à force de gagner seul, on en oublie comment faire pour gagner une course avec des adversaires. Et puis il tombe face à Mathieu Van Der Poel dans ma chronique. Enfin, j'en avais parlé. Je pense qu'il y aura toujours un mec ou deux à San Remo capable de le suivre et plus rapide que lui, même s'il va vite. Hein. Mais par exemple, au Lombardie, il peut arriver au sprint avec 2-3 mecs, il sera plus rapide. Ouais. Mais à San Remo, 2-3 mecs qui sont d'un gabarit différent, qui vont le battre. Mais c'est vrai que Van Der Poel, tu l'as dit, il est devenu chirurgical. Il n'était pas au début. Il se préparait pas très bien. Il faisait un peu n'importe quoi dans la gestion de ses saisons. Le jour J, parfois, il courait un peu n'importe comment. On s'en rappelle. On aimait bien. Hein. Mais bon, ça se courait pas. Après, il a compris que pour battre les autres, tout Van Der Poel qu'il était, il fallait qu'il fasse tout bien. Il fallait aussi qu'il fasse des stages. Il fallait qu'il court juste. Et par contre, depuis qu'il fait ça, il a ses 7 monuments. Et puis fini les coups de bambou. Hein. Au début, Van Der Poel, c'était les coups de bambou. On se rappelle le championnat du monde en Grande-Bretagne. Yorkshire. Voilà. Là, maintenant, c'était au millimètre. C'est un chef-d'œuvre. Et à la fin, ça gagne. Et ça fait 2e victoire sur Milan-San Remo. Je ne sais pas si, quand vous entendez Laurent parler du Poggio, il y a un truc particulier. Je vous invite à découvrir ce livre aux éditions Hugo Sport. Ça s'appelle Classique. Lieu de culte et champion mythique. Il y a plein d'anecdotes sur toutes les classiques, que ce soit sur le Poggio, sur Arambert, sur le mur de Gramont, que tu connais par cœur. Désormais, tu les as sillonnés. Tu es allé à la rencontre des gens qui y vivent également. Oui, c'est ça. C'était l'occasion de raconter ces lieux qu'on voit à la télé, qui sont des pèlerinages, en fait, pour nous, même si on n'y est jamais allé. Mais on a rendez-vous chaque année avec ces lieux. Et ce que j'aime bien chez les amoureux des classiques, et notamment, je dis souvent que les fans de vélo ont 2 qualités. Ils sont fidèles, puisqu'ils détestent qu'on touche à un pavé ou qu'on change de route, qu'on évite. Si le Tyenberg disparaît du E3, en tout cas en Flandre, on sait qu'il y a 3 jours de débat, y compris à la télé. Hein, quand ils ont enlevé le mur de Gramont, par exemple, il y a vraiment eu 1 mois de débat télévisé et les politiques s'en sont mêlés. Et encore aujourd'hui, les gens au bord de la route disent non, mais c'est plus comme avant. Ils sont encore restés dans. Donc, et deuxième qualité, effectivement, c'est la mémoire. Je ne connais pas de sport où on connaît aussi bien les palmarès et puis même les particularités des coureurs. Donc j'ai voulu compiler un petit peu tout ça. Il y a une 30aine de livres sur le Tour de France et nos classiques. Il fallait bien qu'on les aborde. Ça s'appelle Classique, vous pouvez le trouver partout. Oui. Vous tapez sur Internet Classique et vous aurez forcément un point de vente avec des questions auxquelles tu réponds également. Pourquoi Paris-Roubaix a-t-elle failli disparaître? Comment la Flandre a-t-elle construit son identité nationale grâce à ses champions? Qu'est-ce qui relie le Tour de Lombardie et le Vatican? Il y a plein de choses comme ça, il y a plein d'anecdotes. Donc voilà, je vous conseille Classique. C'est Laurent Galinon, Laurent qui est avec nous aujourd'hui dans Bistro Vélo. Et puis c'est vrai que dans le cyclisme, on peut emprunter nous-mêmes, on peut passer dans les mêmes lieux. Ah ouais. Tu peux monter la Redoute, le mur de Gramont. Peut-être cet été, normalement, je dois partir en Lombardie. Je me tâte à prendre mon vélo pour aller faire la Madonna di Gisale. J'ai déjà faite, mais la refaire un peu peinard. Et donc, c'est un sport unique pour ça. C'est super. Et le bon plan, vraiment, le privilège vraiment ultime, c'est le conseil que je donne à tous les amoureux du vélo, c'est de faire la reco de Liège,
donc le vendredi matin. Et là, vous pouvez monter one, Stoke et la haute levée avec les coureurs. Alors, vous faites évidemment dépasser. Oui, ce que j'allais Mais dire. vous êtes dans le stade avec les footballeurs. Et presque, ils vous font la passe. C'est-à-dire que Stoke, c'est large comme ça. Donc, quand vous avez les coureurs qui passent à côté, eh bien, voilà, c'est quand même un privilège que n'ont pas les amoureux du foot ou du tennis. Incroyable. On enchaîne. Parce que là, on va se faire taper sur les doigts. On a pris un petit peu en retard, donc on va s'autoriser à dépasser un petit peu. On l'a dit donc, Mathieu Van Der Poel qui ne se rate pas, Pogacar ne se rate pas souvent non plus. Van Der Poel, Pogacar, Van Der Poel, Pogacar. Au niveau des monuments, il y a une certaine domination. Flo, c'est un peu à toi, moi. Oui, Louis-Pierre, pour souligner cette domination, ce que je vous propose, c'est de sortir les chiffres. Les 3 derniers champions du monde, Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, ont remporté 16 des 19 derniers monuments disputés. Si l'on accepte les 2 Liège-Bastogne-Liège de Remco Evenepoel, on se retrouve donc avec 14 monuments remportés par Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Mais ces 2 zinzins, même s'ils ne gagnent pas, sont tout le temps placés. Regardez les chiffres. Tadej Pogacar, 7 victoires, 13 top 5 en 15 monuments achevés. C'est stratosphérique. Du côté de Mathieu Van Der Poel, on est sur des standards aussi très élevés. 7 victoires, 14 top 5, 18 top 10. Vous l'avez compris, 7 partout entre ces deux-là. Donc, et si on regarde sur les autres coureurs de classique du 21e siècle, les meilleurs, Philippe Gilles, Fabian Cancellara, eh bien, on se rend compte qu'il faut 3 fois plus de participation pour Philippe Gilbert pour avoir 15 top 10 et 5 victoires, 2 fois plus de participation pour Fabian Cancellara pour avoir le même nombre de victoires et 19 top 10. On l'a dit donc, 7 partout entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Mais quid de la fin de l'année? On va normalement ajouter de nouveaux monuments à l'un de ces deux-là, à minima, et surtout à la fin de sa carrière, à la fin de leur carrière, qui aura le plus de monuments. Merci beaucoup Flo pour ces chiffres qui sont tout simplement ahurissants, des chiffres incroyables. On a vraiment 2 monstres, les meilleurs classic men du 21e siècle. Messieurs, on répond à la question de Flo. Qui, de Tadej Pogacar ou de Mathieu Van Der Poel, comptera le plus de monuments alors, à son palmarès à la fin de sa carrière? Nico? Pogacar, parce que déjà il est plus jeune, forcément ça procure un petit avantage, il va en disputer plus certainement. Enfin, après on ne sait pas la durée des carrières, là 26 ans pour Tadej Pogacar, 30 pour Mathieu Van Der Poel. 4 ans d'écart quand même, ça compte. Ça se trouve, Mathieu Van Der Poel fera du vélo jusqu'à 40 ans, comme son père ou son grand-père. Je ne suis pas sûr quand même. Donc forcément, avantage à Pogacar pour l'âge et la palette. C'est vrai qu'il peut gagner, pour moi, le Lombardie, il l'a fait 4 fois, il a gagné 4 fois. Et je ne vois pas là qui peut le battre avec l'équipe qu'il a, et, comme tu dis, le mettre en orbite et puis il va gagner le Lombardie. Liège, il y a des bonnes chances. Sur ce que j'ai vu, le Tour des Flandres cette année, ça va être compliqué de le battre. Donc je ne suis pas surpris qu'il y ait déjà 17 à la fin de l'année pour Pogacar. Et qu'au final, Pogacar en gagne plus que Van Der Poel, qui lui a forcément ses Milan-San Remo au Tour des Flandres Roubaix, il a 3. Il ne faut pas qu'il se rate. Là, il a réussi à suivre Mathieu Pogacar, c'est pas dit que l'année prochaine il y arrive encore. Et après, donc, la palette est moins large et les années, je pense, sont aussi moins nombreuses. Donc voilà. 19 monuments disputés par Mathieu Van Der Poel, 12 fois sur le podium. Est-ce que la palette peut pas s'élargir également du côté d'un Mathieu Van Der Poel à un moment dans les années qui arrivent, selon toi, Laurent? On l'a vu par le passé, hein, c'est vrai, essayer Liège-Bastogne-Liège. Voilà, après, c'est vraiment. Il faut qu'il essaye, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a les lois de la physique, il y a le gabarit, la roche au faucon. Je ne sais pas si c'est là qu'il faut jumper, il faut passer avec tout le monde, ou revenir ensuite sur le plat jusqu'au quai des Ardennes et griller tout le monde au sprint. Mais je sais, on ne sait pas. Et puis, il faut tenir surtout. En pic de forme, il faut tenir donc du 20 mars jusqu'au 25 avril. Je veux dire, c'est des titans, hein. Mais je veux dire, c'est quand même compliqué. Là, ils vont déjà se mettre une peignée vendredi sur le E3. Ça risque de partir d'Eltayenberg à 80 km de l'arrivée. Donc effectivement, quand on arrive fin avril dans les Ardennes, pour Van Der Poel, est-ce qu'on n'est peut-être pas un petit peu fatigué, sachant qu'il y a la saison de cyclocross? Imaginons qu'il sacrifie le cyclocross, peut-être qu'il peut finir frais à Liège et qu'on peut le voir dans le final dans les années à venir. Je pense que c'est trop dur pour moi avec les coureurs qu'il a affrontés. Il aurait pu gagner Liège. Il y a des coureurs moins bons grimpeurs que lui qui ont gagné Liège, qui ont gagné Lombardie aussi. Mais là, avec la génération de coureurs qu'il y a, après, tous les ans, il arrive à claquer 1 ou 2 monuments des 3 premiers de l'année, plus champion du monde, plus tout le reste, c'est déjà immense. Pas mal. Hein. Non, mais ça fait vraiment penser à Nadal, Djoko, Federer, là, ça trustait tous les titres, quoi. C'est incroyable. Entre Poggi, Van Der Poel, Remco, c'est 16 des 19 derniers monuments, plus 3 championnats du monde.
Juste ça. Ouais. C'est quand même hallucinant. Je sais pas, Simon, si tu as la. Ah ben, oh là 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 là. J'ai même pas besoin de lui demander. Il me la met à l'image. Merci, Simon. Regardez le classement du nombre de victoires. 19 monuments pour Eddy Merckx. Roger de Vlaminck en a 11. Regardez un petit peu plus bas. Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel sont à 7 partout, désormais. Allez, imaginons, juste comme ça, que Tadej Pogacar en claque 3 autres cette année, que ce soit le Ronde, Liège et le Lombardie, en attendant une éventuelle participation, on devrait le savoir dans les jours qui viennent, à Paris-Roubaix ou non. Ça le met seul 3e classement du nombre de victoires, 26 ans. Oui, de toute façon, on a parlé avec Vincent Lavenu la semaine dernière. Déjà, ne serait-ce qu'imaginer un coureur capable de s'approcher de ce qu'était Eddy Merckx. Moi qui ai grandi dans cette culture, c'est complètement dingue. C'était impensable. Et puis là, on se dit, tiens, ça se trouve, c'est possible. Il ne gagnera jamais autant de courses, c'est plus de 500, etc. 19, ça fait loin encore. Oui. On ne sait pas ce qui peut se passer. 7000 ans sans Remo, Merckx. Voilà, c'est fou. Il y en aura peut-être 0 pour Pogacar. Mais c'est sûr que si jamais il est 2 ou 3e de ce classement, c'est déjà monstrueux, quoi. Avec un cyclisme qui est complètement différent. Après, tu dis, il y a 500 victoires pour Merckx, mais il courait 150 jours par an. Oui, c'est pour ça, c'est incomparable. C'est incomparable. Allez, on enchaîne et on va parler de E3 dans un instant. Mais avant cela, on va continuer à parler évidemment de ceux qui ont fait ce week-end et qui vont faire vos prochains week-ends. Je sais qu'il y en a un qui t'a un petit peu tapé dans l'œil depuis le début de la saison. Et je crois qu'à toi aussi, Laurent, on en parle dans l'échappée de Nico. Allez. Samedi dernier, après Milan-San Remo, on a évidemment beaucoup parlé du grand animateur de la journée, Tadej Pogacar, de celui qui a patienté dans la roue du Slovène mais qui est venu gagner, donc du vainqueur, Mathieu Van Der Poel. Et moi, je voulais vous parler du 3e larron, Filippo Ganna, 3e larron certes, mais qui finira quand même 2e sur la Via Roma, ce qui était un exploit compte tenu de son gabarit. On va voir l'illustration. Filippo Ganna, c'est 85 kilos. Dans la roue d'un gars de 75, lui-même dans la roue d'un gars de 65 kg. Donc 20 kg entre le premier et le dernier. Or, ces 3 coureurs ont explosé le record de la Cipressa, vraiment. Donc je vous laisse imaginer le nombre de watts qu'a dû développer Filippo Ganna pour battre ce record de la Cipressa. Alors certes, il a subi, évidemment. Mais je pense que le coureur italien, qui va bientôt avoir 29 ans cette année, a enfin atteint son summum au niveau de la forme physique, qui va durer certainement 3-4 ans. C'est un coureur qui a une maturité un petit peu plus tardive. Il a mis du temps à passer de bons rouleurs à exceptionnels rouleurs et maintenant à coureur capable de remporter les plus grandes classiques. Je pense, moi, déjà à Paris-Roubaix cette année, en 2025, à condition évidemment que les conditions s'y prêtent, à savoir que le pavé soit sec, parce qu'évidemment, si c'est un tas de boue, je le vois mal rivaliser avec Van Der Poel et Van Aert, les deux cyclocrossman. En revanche, cette année, d'ores et déjà pour moi, un des favoris. Si c'est pas cette année, dans les 3-4 ans qui arrivent également. Mais il ferait mieux de se dépêcher, il y a un Tarling qui pousse aussi. Alors, ce qui était un inconvénient, évidemment, dans la Cipressa et encore plus dans le Poggio, son gabarit, c'est 20 kilos de plus, je l'ai dit, même c'est 10 sur Van Der Poel, c'est énorme. Imaginez un sac à dos de 10 kilos en plus sur Van Der Poel. Ce ne sera pas un inconvénient sur Paris-Roubaix, bien au contraire, on sait qu'il faut être lourd. Il manque un peu d'explosivité, mais là aussi, c'est pas très grave. On l'a vu très fort pour lisser son effort, il s'est quand même souvent fait lâcher avant de revenir. Et à Paris-Roubaix, c'est ça qui compte, c'est être capable de maintenir un haut niveau de puissance sans avoir besoin de monter très très haut en termes de puissance. Sauf à l'arrivée, évidemment, mais là aussi, il faut rappeler que Filippo Ganna, à la base, c'est quand même un pistard, un multiple champion du monde sur piste. L'arrivée de Paris-Roubaix, c'est sur un vélodrome. Ce sera peut-être anecdotique, mais en tout cas, lui, il sait manœuvrer sur un vélodrome. Et en cas de sprint avec Mathieu Van Der Poel, de toute façon, on l'a vu, ou même avec Wout van Aert, le coureur italien ne sera pas battu d'avance. Et surtout, moi, ce que j'attends, non plus dans le Poggio, on se rappelle de cette photo mythique en 2023, alors la première victoire de Mathieu Van Der Poel. Les 4 fous, là, j'aimerais les revoir, donc non plus dans le Poggio cette fois, mais dans le carrefour de l'Arbre. Alors évidemment, ça signifierait que le Slovène Tadej Pogacar soit au départ de Paris-Roubaix, on n'a pas encore l'info. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais rester fidèle à mon prono pour moi. Vainqueur de Paris-Roubaix 2025, Filippo Ganna. Et on suivra ça évidemment sur Eurosport, Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Laurent, je te voyais écouter religieusement les propos de Nico. Tu le rejoins complètement sur Filippo Ganna. Tu avais la chance d'être présent sur Tirreno Adriatico, où on t'a entendu poser les questions aux coureurs, aller interroger, être plus proche notamment d'un Filippo Ganna. Ouais. C'est la même impression que tu as eue. Il dégage quelque chose de différent cette année. Il est favori pour Roubaix. Ouais, il est arrivé à une sorte d'apogée en termes physiques,
mais aussi en termes de sérénité. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de le questionner sur la façon, enfin, ce qu'il a précisément travaillé cet hiver, sur peut-être l'abandon de la piste. Et lui, à chaque fois, revenait à la même chose. Il disait, ce qui compte, c'est d'être serein. J'ai trouvé un équilibre. Et on lui a parlé aussi de sa barbe, de son nouveau look. Et il dit, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que j'ai aussi une vie en dehors du vélo. Donc on sent qu'on a un cycliste, hein, le bon élève, qui est devenu aussi un homme, peut-être dans la vie, qui a trouvé un équilibre et qui est aussi conscient, effectivement, qu'à 29 ans, eh bien maintenant, il faut laisser le chrono. Il a des médailles sur la piste et en fait, il s'est mis vraiment dans la tête qu'il a 3-4 ans maintenant, le compte à rebours est lancé pour gagner San Remo et Roubaix. Et il a toutes les qualités. C'est vrai que ce qui lui manque, c'est peut-être vraiment la technique. Sur un parcours mouillé, qu'enfin en Pével, Carrefour de l'Arbre, c'est quand même, il y a des virages un petit peu compliqués, mais après, il peut revenir. On sait maintenant que les classiques se jouent sur les gros secteurs, mais se jouent aussi en dehors, dans les moments un petit peu de mou. S'il y en a. Si, il y en a toujours sur une course, il y en a toujours un et plusieurs. C'est sûr qu'un Filippo Ganna qui prend 50 mètres d'avance, bon courage. Ouais. On en reparlera évidemment de Filippo Ganna et de Paris-Roubaix sur Bistro Vélo, dans Bistro Vélo. On aura l'occasion de l'évoquer. Il y a un autre rendez-vous très important qui nous attend cette semaine. Ce sera vendredi. On l'a dit, la revanche du côté du Grand Prix E3, de l'E3 Saxo Classique, le Grand Prix E3 à Rolbeck, pour plagier les plus anciens. Avec tout le respect que j'ai pour les plus anciens, évidemment, mais voilà, ce sera Jackie Durand qui sera au commentaire vendredi. Lui, il va continuer d'appeler ça à Rolbeck. Parlant d'anciens, voilà, Jackie va dire c'est à Rolbeck. Ce sera vendredi après-midi à partir de 14h sur Max, à partir de 16h sur Eurosport 2 ou Eurosport 1, juste après le Tour de Catalogne. Alors, il n'y aura pas Ganna, mais sinon, on aura Mathieu Van Der Poel, on aura Tadej Pogacar. Et puis on en aura d'autres. Mathieu Van Der Poel qui est le tenant du titre. C'est lui qui s'était imposé l'année dernière avec cette attaque, on s'en souvient, à 44 km de l'arrivée, au moment où Wout van Aert, lui, est victime d'une chute. Wout van Aert qui s'était imposé les 2 années précédentes. On se souvient forcément de l'arrivée 2023 de Wout van Aert qui s'était imposé devant Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Voilà, Simon il est là, il nous la repropose, cette petite arrivée. Pogacar, Van Der Poel et Wout van Aert. À quoi s'attendre sur E3 ? Tu disais tout à l'heure, possiblement, ça va partir dès le Taillenberg. On va avoir une bagarre de dingue très tôt dans la course. Est-ce qu'on verra comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2023. Van Aert y revient un petit peu après, mais au départ, il pète. Est-ce qu'on reverra Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel pour une arrivée à 2, selon toi, vendredi ? Tout peut se passer. C'est sûr que le premier détonateur, c'est le Taillenberg. C'est comme la Cipressa, il y a un placement qui est très important. L'année dernière, Arnaud Delis, par exemple, perd la course dans le Taillenberg parce qu'il est au pied, il est en 100e position. Ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi la réaction d'orgueil de Pedersen aussi. Et des Lidl Trek, qui ont un collectif très très fort, on le sait, sur les courses pavées. Mais Pedersen est passé un petit peu à côté de son San Remo. Si j'ai bien compris, il était malade. Il est tombé malade après Paris-Nice. J'ai lu ça quelque part aujourd'hui. Raison de plus. Ouais, Flo va être capable, je pense, de me confirmer tout ça dans l'atelier. Notre mécano, Flo, si tu as des infos là-dessus. Mais il me semble avoir lu que Mats Pedersen était un petit peu malade après Paris-Nice. On revoit les images de. Et puis on voit à l'écran derrière Lascano, là, c'est l'énigme Matteo Jorgensen. On sent qu'il s'émancipe un petit peu de la tutelle des uns et des autres chez Visma. Maintenant, il a confiance et c'est vrai que Jorgensen aime les courses dures et il marche sur tous les terrains. Donc, à mon avis, il sera lui aussi présent peut-être dans le final. Alors, en soutien à Van Aert ou même en solution de rechange, puisque sur le Het Nieuwsblad, c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission, on a trouvé Van Aert un petit peu en retard, en tout cas dans le placement sur la course d'ouverture. Après, moi, Van Aert, j'ai hâte de le retrouver quand même, parce que là, j'avoue, je fais partie des frustrés en matant son Instagram à faire du vélo dans le TID, au Tenerife. Quand on voyait Milan-San Remo en parallèle, Van Aert, ta place, on a eu la chance de l'avoir reçu. On peut le comprendre en tant que lui et son équipe. Ils veulent décaler, ils ont fait un stage en études pour marcher un petit peu après. Après, nous, en tant que suiveurs, on a le droit d'avoir notre avis et d'être frustrés. Donc, j'ai hâte de le revoir aussi. Il faut quand même pas l'oublier, ce coureur. Mais c'est vrai qu'on a la hiérarchie du E3, c'est pas celle du Tour des Flandres, il y a quasiment 100 bornes de plus. Et Van Aert, qui était le 3e plus fort, même s'il a gagné à l'arrivée au sprint, il s'est fait lâcher par Van Der Poel et Pogacar dans je ne sais plus quel nom, du Grand Prix E3, je ne me rappelle plus. Mais ça me fait rire de voir... Simon te propose l'image, dans regarde. le Parmont.
C'est le Quarmont. C'est dans le Quarmont, effectivement. On est à 39 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, Wout van Aert, effectivement, recule. Il va revenir dans un deuxième temps, mais on va le voir reculer quand même et prendre un petit Ça, autour des écart. Flandres, ça passe pas. Mais ça m'a fait rire de revoir Pogacar faire son sprint vraiment en y croyant à fond, sans complexe, face à Van Der Poel et Van Aert. Tu dis, puis il fait troisième, bien sûr, il est battu, mais dans sa tête à lui, au moment de lancer le sprint, il est là, il n'a pas peur. Et quand même, dans cette équipe Visma, on est loin du, Ouais, on le revoit, là. on est loin du doublé alors c'était l'année précédente, c'était 2022 avec Laporte. Oui. Quand ils étaient partis tous les deux dans le Paterberg, c'était l'époque de la Visma qu'on a dit un peu arrogante aussi, et qui aujourd'hui, il y a encore des blessures, il y a encore des chutes. Elle n'est pas encore sortie de cette période de doute, je pense. Il y a encore quelques semaines entre guillemets, de psychanalyse. Mais la bonne nouvelle pour nous, et aussi pour lui, c'est que Christophe Laporte est sur la start list vendredi. Ouais, ça, je suis surpris. Et moi aussi, alors après, elle n'est pas officielle encore, cette liste de départ. J'ai quand même des doutes. Après, ce serait une bonne nouvelle de voir Christophe reprendre sur le 3 Saxo classique. Donc pour vous, pour répondre à la question, Van Aert peut s'asseoir à la table des grands. Il est capable. Après, ce qu'on a vu de Pogacar, ce qu'on a vu de Van Der Poel samedi dans la Cipressa et Via Roma, il est capable, selon vous, de rivaliser avec ces deux-là dès vendredi ? C'était le grand débat hier en Flandre autour d'une tribune qu'a signée l'ancien coureur Jan Backlands, qui disait que c'était une très mauvaise nouvelle pour Van Aert, parce que tout seul, entre guillemets, au Teide, de voir cette démonstration de force, il n'a encore rien prouvé. Et il faut aussi toujours se mettre du point de vue flamand. Le Het Nieuwsblad, nous, la course finie, on passe à autre chose. Eux, les Flamands débriefent pendant une semaine. Et ils sont revenus, ah oui, c'est ça. Et ils sont revenus sur les erreurs de placement, sur les efforts consentis par Wout van Aert, ce qui fait qu'il est arrivé complètement asphyxié dans le mur de Grammont. Donc, si lui ne doute pas, en tout cas autour de lui, on doute. Donc il vient avec forcément un double objectif, un double challenge. Il faut qu'il batte ses propres démons. Il faut qu'il batte les adversaires, on va dire, ceux qui doutent autour de lui. Les tribunes quotidiennes dans les journaux flamands. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. C'est très dur. C'est très dur. Et Van Aert, beaucoup plus. Tu es en train de dire qu'il se fait défoncer Non, mais non, parce qu'il est très populaire. Il est très populaire. Mais est-ce qu'on est justement très critique vis-à-vis de lui, de ce qu'il a montré sur ce début de saison? Il y a énormément d'attentes. Plus que critique. Les gens sont inquiets parce qu'ils veulent que Van Aert gagne enfin le grand monument. Alors, il a gagné San Remo en 2020, c'était l'après-Covid, mais en fait, il lui manque la victoire à domicile. Et on le sait, les Flamands et le Tour des Flandres, c'est presque... Il y a quand même, ils sont très chauvins. Je veux dire, c'est une épreuve qui est née du sentiment national flamand. Et là, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas un flamand. Je crois que c'est Nuyens, le dernier flamand. Alors, Gilbert a gagné. Mauvais souvenir en plus. Ah oui. Il bat Chavanel. Ah oui, c'est terrible. Terrible. Mais Gilbert a gagné en 2017. Mais c'est le Wallon. Et c'est Philippe. Voilà. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais en Belgique, certains se demandent comment fait Wout van Aert pour toujours habiter en Belgique. Ouais. Parce que c'est très compliqué au quotidien. Nous, en tant que Français, c'est l'équivalent d'Mbappé, j'exagère, mais oui, c'est de la folie. Et il est critiqué aussi parce qu'il avait laissé gagner Christophe Laporte, parce que c'est pas un méchant, etc., etc. J'ai mis Ghana comme vainqueur de Roubaix. Si c'est Van Aert, ça me va très bien. On sera content aussi. Oui, voilà, en plus, ça a été le premier invité de Bistro Vélo. Ouais. C'est lui qui nous a fait l'honneur d'être avec nous lors de la réouverture de ce magnifique bistrot. On enchaîne avec le programme. On a encore pas mal de choses à vous montrer. On a un programme très très chargé cette semaine avec du cyclisme. Ça revient dès demain. La suite, vous le voyez, du Tour de Catalogne. C'est jusqu'à dimanche. On vous a mis 15h15. Il y a des jours où ça change un petit peu. Ensuite, on sera du côté de Bruges de Panne avec les hommes au programme mercredi. Les femmes, ça ce sera jeudi après-midi. Vendredi, rendez-vous avec Jackie Durand dès 14h pour le 3 Saxo Bank classique. On va vivre 4 heures de course. Je crois que c'est prévu de 14h à 18h sur le 3. On va se régaler. Vendredi, et puis ça continuera ce week-end avec dimanche, en plus du Tour de Catalogne, du final, il y aura Gand-Wevelgem au masculin et au féminin. Et on n'oublie pas notre petite Coupe de France FDJ après Cholet-Aglo Tour que vous avez suivi hier, après Denain la semaine dernière, le Grand Prix de Denain Porte du Hainaut. Ce sera la Roue-Tourangelle qui sera au programme dimanche. Bah oui, et il en a parlé, les courses comme celle-ci, il adore. Il a la même motivation, Romain Grégoire. Nous aussi, on a la même motivation à vous les proposer, la Roue-Tourangelle dimanche avec une très belle liste de départ. Le Tour de Catalogne revient demain. Vous étiez en train de vous préparer, messieurs. Je le sais, vous n'avez pas pu tout suivre, mais il y a quand même eu
Une arrivée de dingue aujourd'hui sur la première étape du Tour de Catalogne. Je propose de revivre ça avec Jérémy Sakian et David Moncoutier. Le final, on avait une descente, ça descendait jusqu'à quasiment la flamme rouge. Alors, regardez ce qui s'est passé. Alors, les 500 derniers mètres sans monter, hein. Faut pas buter. Il faut pas buter, mais l'avance est importante pour Tibor Del Grosso. Mathieu Brinan qui retarde, qui va déclencher son sprint au dernier moment, mais il est dans une position bien délicate, inconfortable, avec Caden Grooves sur le porte-bagages. Les 400 derniers mètres maintenant pour Tibor Del Grosso. Il en a plein les sockets, il se retourne, il voit Mathieu Brinan se jeter à corps perdu dans le sprint. Il va déclencher maintenant le coureur de Visma Lease the Bike, mais il y a Caden Grooves en contrôle qui aura tout le temps, tout le loisir de le sauter sur la ligne si besoin. Mais Caden Grooves pour l'instant va privilégier la carte Tibor Del Grosso. C'est irrespirable. Les 300 derniers mètres. Ils vont faire le doublé. Hein. Ils vont faire le doublé. Ils vont faire 1 et 2. Tibor Del Grosso devant Caden Grooves. Mathieu Brinan qui va tenter le coup de poker. Il lance d'extrêmement loin. Mathieu Brinan sera-t-il en capacité de rentrer sur Tibor Del Grosso? Caden Grooves qui va se déporter sur la gauche. Il va lancer son sprint. Tibor Del Grosso à l'arraché. Non! Ah, quel final spectaculaire! Mathieu Brinan qui s'est glissé entre les deux alpécines. Tibor Del Grosso repris à 3 mètres de l'arrivée. C'est Mathieu Brinan qui s'impose. Exceptionnel final. Exceptionnel, Jérémy Sakian et David Moncoutier. Complètement dingue. On se dit, ils vont faire le doublé, les Alpecin avec Grooves qui met pas un relais. Et finalement, c'est Mathieu Brinan, ce même Mathieu Brinan qui s'est imposé sur le Grand Prix de Denain, Porte du Hainaut, qui avait été bluffant sur l'Omloop également. Voilà. Bah lui, c'est une bonne nouvelle pour Visma, on en parlait, ça il va faire du bien à l'équipe. Et non, c'est impressionnant, comme tu disais, il s'est pas mis une seule fois... Enfin, il a tout fait en danseuse, 500 mètres en danseuse. Ouais. Et en regardant la mieux, tout à l'heure on l'a regardé, mais en direct, il gère en fait. Je me demande s'il gère pas son effort. Il sait qu'il a Grooves dans la roue. Incroyable. J'ai l'impression qu'il est quand même en contrôle de Tibor Del Grosso, qui lui fait l'erreur, il se retourne quand même 4-5 fois, et à mon avis, s'il se retourne pas, il gagne. Ah, mais c'est qu'il a Grooves derrière, pas beaucoup, mais il se dit je peux craquer, j'ai Grooves qui arrive derrière. Non, en fait, à aucun moment, tu n'as aucune raison pardon, de te retourner, ça ne sert à rien du tout. Ton effort doit être max de 500 mètres jusqu'à l'arrivée, tu te retournes, tu perds forcément, vu le peu d'écart qu'il y a à l'arrivée, il peut s'en vouloir. Après, Caden Grooves, il a été battu physiquement, hein. Mais comme on a échangé avec Romain Grégoire, il avait encore les jambes dures de Milan-San Remo, alors que je pense que Caden Grooves aussi. Certainement, il y avait des restes. Voilà, demain, la suite du Tour de Catalogne, évidemment, sur Eurosport. On notera juste derrière, il y a Dorian Godon qui est venu prendre une très belle place en compagnie d'Andrea Vendrame du côté de l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale. On ne l'a pas mis dans le programme parce que ça n'a rien d'officiel, mais on voulait quand même en dire 2 mots. C'est également cette semaine qu'on devrait se réunir du côté de l'UCI pour trancher sur une demande qui a été faite pour la possibilité donnée aux organisateurs ou non des grands tours d'inviter une équipe supplémentaire. Eh oui, Laurent il me fait. Eh oui. C'est un sujet un peu touchy. Actuellement, on a 22 équipes, 176 coureurs. Les organisateurs de grands tours qui ont effectué cette demande, 23 équipes au total pour 184 coureurs. Voilà, on a bien sûr les 18 équipes pour le Tour qui sont présentes au départ du Tour de France, pour prendre l'exemple du Tour. Et puis, on aura les 2 meilleurs pro teams, à savoir Lotto et Israël. Il reste donc 2 places actuellement pour Tudor, Q36.5, UNOX ou Total Energy. On aimerait pouvoir en inviter 3 parmi ces 4-là. On vous a récapitulé un petit peu les victoires pour ces équipes qui sont un petit peu en balance pour participer au prochain Tour de France et le nombre de points UCI marqués. Vous le voyez, Tudor 36.5, UNOX et Total Energy. Compliqué, très compliqué. Nico, comment tu vois la chose? Est-ce que toi, tu es du côté de ceux qui disent qu'il faut absolument permettre aux organisateurs d'inviter 3 équipes et d'en sélectionner 3 parmi celles qui sont là? Ou est-ce que tu es du côté de Richard Plugueux qui dit non, attendez, on ne va pas rajouter une équipe, on a enlevé un coureur par équipe pour des raisons de sécurité, on ne va pas s'amuser à rajouter une équipe? Ton avis? Déjà, pourquoi 3 et dans ces cas-là, pourquoi pas 4 carrément? Non, mais je suis partagé. Vraiment, pour le coup, j'ai pas d'avis tranché parce que je me mets à la place de Plugueux. Mais bon, on a enlevé un coureur par équipe dans le but aussi qu'il y ait moins de monde pour qu'il y ait plus de sécurité. Et j'entends son discours, hein. Mais ça sert à rien de rajouter une équipe de plus alors. Après, il faut prendre les chiffres. Je me suis amusé à calculer. Quand on est passé de 9 à 8 coureurs, on est passé de 198 à 176 coureurs. Si on rajoute une équipe, on est à 184. Oui, mais ça ne va pas dans la logique de ce qu'il recherche en termes de sécurité. Là, je fais l'avocat de Plugueux. Après, forcément, en tant que Français, même en tant que passionné de cyclisme, une équipe comme Total Energy et toutes les équipes précédentes,
C'est historique dans le cyclisme, mais encore plus français, évidemment. Et en plus, sportivement, ils sont légitimes cette année. Ils ne sont pas à la rue du tout, ils marchent bien. Ce serait d'un strict point de vue sportif, je prendrais Uno X et Tudor. Et après, le cœur parle un petit peu pour Total Energy, parce que ça peut mettre en péril aussi pas mal de choses. Et il faut penser à l'intérêt supérieur du cyclisme, c'est un terme. Mais se dire, oui, d'accord, mais dans 2024, 25, mais après 26, 27, 28, c'est une équipe française. Voilà, donc honnêtement, je suis partagé, je suis capable d'entendre les deux solutions. Spécialiste classique, mais tu es spécialiste cyclisme avant tout, Laurent, ton avis sur la question? Oui, et puis j'aime le cyclisme avant tout. Donc, c'est vrai que comme tu le dis, les sentiments parlent. C'est pas seulement Total, c'est Bonjour. C'est 2004, Vauclair avec le maillot jaune avec brioche. C'est 2011 aussi, les exploits Thomas Vauclair chez Europcar. Jean-Raymond Bernodeau est un passionné, il aime ses coureurs. C'est un homme qui a du cœur, qui donne une seconde chance à Alexis Brunel. Qui lui a bien rendu. Qui lui a bien rendu, avec cette magnifique victoire en Belgique. Et puis, il y a toujours les classements, les hiérarchies, et puis il y a aussi ce que font les coureurs sur la course. Je ne pense pas que c'est de faire injure à... non, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des équipes qui, on le sait, seront beaucoup moins animatrices et beaucoup moins présentes dans le déroulé des étapes que par exemple Total Energy ou Uno X. Jordan Jegat, l'année dernière, deuxième d'une étape. Turgis gagne une étape. Turgis qui gagne, qui gagne à 3. Ouais. Voilà, Total, depuis toujours, a cette culture de toute façon. C'est différent sur le Giro d'Italia où chez Bargnani et chez Polti, on sait qu'on va partir à 2-3 dans les échappées les 10 premiers jours, mais ensuite il n'y a plus personne pour jouer la gagne. Mais il faut soutenir ces équipes sur les gains d'étape, à part Maestri chez Polti par exemple, c'est un petit peu. Ouais. Mais bon, Bargnani avait Pellizzari l'année dernière. C'est ce que j'ai dit avec Pellizzari. Avant, chez Polti, il y a quand même eu, comment il s'appelle, aide-moi Flo, qui gagne aux Oncolan. Fortunato. Ouais, il y a eu Fortunato. Fortunato. Oui, chez Olo Cometa, c'est vrai. C'était Olo Cometa à l'époque. Oui. Baïs également, qui claque une étape, donc c'est dur aussi. Ouais, c'est vrai que Pellizzari, comme tu l'as dit, Flo, pour Bargnani. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que les sentiments parlent, les préférences nationales. Et puis c'est surtout, effectivement, c'est l'économie du cyclisme. C'est ça. Polti, c'est 1,5 million. Je veux dire, déjà que le type de chez Polti, je parle pour Tour d'Italie, déjà que le directeur de commercial, en tout cas de chez Polti, il met peu. Si en plus ils ne sont pas invités, il va se dire à quoi bon? Si c'est pour faire le trophée La Guelia, si on prive Total de la plus grande vitrine, ça sera un petit peu compliqué. Flo, en termes de sécurité, tu avais une solution? On en a parlé tout à l'heure. Richard Pluguet, il dit ça va faire trop de coureurs. On peut encore repenser complètement le modèle. Ouais, parce que Pluguet, il est toujours très bon pour donner des conseils. Alors, Richard, si on met un coureur de moins qu'à plus qu'à 7 coureurs, ça va avoir quand même effet positif d'augmenter la sécurité. En plus de ça, ça risque de débrider les courses. Et puis Pluguet, tant qu'il y est, parce que là, c'est dans l'actualité, parle de la sécurité, mais il a laissé Jonas Vingegaard terminer l'étape de Paris-Nice avec une commotion. Ça, je crois que dans le règlement, c'est pas trop sécurisé. Il est énervé, le mécano. Il est fâché, Flo. Effectivement, pour rebondir sur cette idée du nombre de coureurs, on peut aussi se dire, allez, on revoit le modèle, on invite une équipe en plus, on enlève un coureur par équipe, ça nous fait 161 coureurs. Alors on est nickel. Et ça relance tout. Ça contrôle moins, etc. Mais bon, après, il faut quand même pas. Il suffit qu'il y ait une équipe perde 2 coureurs la première semaine, etc. etc. De toute façon, il n'y a pas une solution parfaite, unique, ça n'existe pas. Il y a toujours des plus et des moins. Est-ce que c'est que cette année qu'on invite parce que Total Energy est dans ce cas? Est-ce que franchement, c'est pour ça que j'accepterai ce qui sera fait. Et ça bloque aussi en Italie, parce qu'on sait que les wildcards sont aussi suspendus à la venue ou non d'Alaphilippe. Le RCS fait les yeux doux à Alaphilippe. Et puis, si Alaphilippe ne vient pas, Tudor n'est pas invité. C'est que Tudor, ils sont quand même importants également sur le Giro. Donc, et oui, ils sont partenaires. Donc voilà, on se creuse un petit peu la tête également du côté de l'organisation du Giro. Bref, tout ça pour dire que ça devrait être discuté cette semaine du côté de l'UCI. On en reparlera bien sûr lundi prochain dans Bistro Vélo. Vous en avez l'habitude. Merci messieurs. On va se quitter. Merci beaucoup Flo. Rendez-vous lundi prochain Flo. J'avais préparé un quiz, mais bon, tant pis, on le passe à la trappe. Tu fais bien de me le dire. Vas-y, on fait le quiz quand même. Oh là, parce que je suis sûr de perdre. Vas-y, Flo, le petit quiz. D'ailleurs, je fais juste une petite rectif. C'est Tom Boonen, le dernier Flamand à avoir gagné le Tour des Flandres. C'était en 2000. Devant Pozzato et Balan, c'est vrai. Merci, Flo. Heureusement que tu es là. Première question, messieurs. Combien de monuments pour la lignée Raymond Poulidor
Adrie Van Der Poel, Mathieu Van 10. Der Poel. Si on devait faire une 10. vitrine familiale. 11. 9. Oh, il a révisé, Nico. Bah non, Milan-San Remo, les 7, et il a gagné le Tour des Flandres et Liège, le papa, non? Ah, il a gagné Liège aussi? Ouais. Ah ouais. Ah. Il a gagné Liège. Voilà. Absolument. Monsieur Fritz. Bossé le bouquin. C'est toi, Monsieur Fritz. l'histoire, la mémoire et la fidélité. Tu vois, C'est beau, Ouais. c'est beau. On enchaîne? Exactement. Deuxième question, parce qu'on va le retrouver vendredi sur les antennes d'Eurosport. Combien de Français sont montés sur le podium du Grand Prix Oula. E3? 0. Ouais, pas beaucoup, je crois. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment pas la course pour les Français. Zéro. Ouais, je crois que c'est 0, hein, non? Alors, c'est pas Christophe 0 Laporte. parce que vous. Oui. Ah oui, Tout à Laporte. l'heure, en plus, Christophe Laporte et Bien sûr, Wout van Laporte, Aert. Laporte. Donc on en a au moins moi, un. je dis, parce que avoir commenté, il me semblait qu'on avait dit que c'était pas trop une course qui souriait aux Français. 1. Faudra bosser Louis-Pierre avant de prendre l'antenne vendredi parce qu'il y en a. Ah. Et c'est Florian Sénéchal qui est Mais bien sûr. Derrière Deuxième. Casper Asgreen. Ils font 1 et 2. Casper Asgreen arrive tout seul et c'est Florian Sénéchal qui arrive deuxième. Je l'ai commenté. Putain. Ah ouais, non, t'as pas d'excuses. Ah ouais. Maintenant que tu le dis, bah ouais. Autant pour moi. Pardon, Florian Sénéchal. Allez, dernière question. On se souvient tous du Tour des Flandres 2020 avec Julien Alaphilippe qui a accompagné Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Finalement, Alaphilippe tombe. Les deux vont se disputer la victoire. Van Der Poel gagne. Van Aert 2. Mais qui était le troisième homme sur le Il fait podium? 4, non? Putain, c'est dur. Bah, c'est Madouas. Non, c'est pas cette Ah année-là. non, c'est pas cette année-là, Valentin Madouas. Madouas, c'est Ouais. l'année avec Raymond Pogacar. Poulidor. Eddy Merckx. Ah, un indice. Il a déjà gagné 2 monuments. Peders. Non, pas il a pas. Non. Terpstra. Et il vient d'un pays pas très loin de Mats Pedersen, du coup. Christophe. Ouais. Alexander Christophe. Absolument. Ouais. Alexander Bravo. Christophe qui avait pris la Rappelez plus 3e du tout. place ce jour. Putain, ouais, alors là, j'étais à des années-lumière. Bravo, Nico. Hein. T'es bien aujourd'hui. Ouais, j'ai Ah, il a bossé, là. Ah, là, on sent qu'il a bossé. Merci beaucoup, Flo. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Merci à Bistro Vélo. Un grand merci à Romain Grégoire qui était notre invité aujourd'hui. Encore toutes nos excuses pour ces petits retards et ces petits problèmes. Mais voilà, c'est comme ça, hein, ça arrive. Merci beaucoup, Laurent. Je rappelle ce livre classique écrit par Laurent Galinon, qui est journaliste, qui a également réalisé pas mal de documentaires autour du sport, un magnifique sur le Poggio notamment, dont moi je me souviens. Bref, classique, c'est plein d'anecdotes bien sûr, de belles histoires sur les lieux cultes et sur les champions, ceux et ceux qui font les classiques. Et ça tombe bien parce qu'on est en plein dans la période. Merci beaucoup, Laurent. On peut retrouver ce livre partout, dans tous les bons points de vente. Un petit chapitre la veille de la course. Exactement. Pour se remémorer tout ça avant les classiques, là, c'est parfait. Merci, messieurs. À lundi, Nico. Ouais, dimanche aussi, du côté. Dimanche. Ouais. Ah, la route Tourangelle avec toi. Ouais. On suivra tout ça, évidemment, la Coupe de France FDJ, qui ne s'arrête jamais sur Eurosport. Un grand merci derrière le comptoir à Simon Farvac, à toutes les équipes au son, à Romain Kurtz, à Nolwenn Bigouin également. Et puis rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Bistro Vélo. Passez une belle semaine et n'oubliez pas, il y a plein de cyclisme. Le Tour de Catalogne dès demain après-midi. Salut.